Bonjour et salut à tous, bienvenue au Réveil de l'Afrique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'Égypte. Nous allons, n'est-ce pas, voir si ce que les Kamites nous enseignent est vrai. Voilà. Est-ce que ces gens sont dans la vérité? Voilà. Est-ce qu'ils nous disent la vérité sur l'Égypte? Mais je vous dis en entrée de jeu que la vraie Égypte, c'est celle dont la Bible parle. Ce qu'on appelle Égypte aujourd'hui, ça rentre dans le même lot de corruption qu'Israël. C'est une fausse nation, cette Égypte. L'Égypte n'a jamais été là-bas. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc je commence brutalement comme ça pour qu'on se comprenne clairement. Nous allons parler de l'Égypte et nous allons donner pas mal de détails pour que les gens soient, n'est-ce pas, convaincus, pour que les gens, n'est-ce pas, soient libérés du mensonge qui plane dans ce monde. Voilà. Dans cette première partie, nous allons commencer à expliquer ce qu'on entend par être Kamite. C'est quoi être Kamite? Parce que, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui Kamite n'a rien à voir avec les fils de Cham dont la Bible parle. C'est juste un mouvement maçonnique qui ne voudrait pas que l'homme noir entre en possession de sa vraie histoire. Donc, on a désorienté les Africains en leur montrant le chemin de l'Égypte parce qu'on ne voudrait pas qu'ils connaissent le reste de leur histoire. Et l'Égypte qu'on nous présente, non seulement elle est fausse, mais elle ne vaut même pas le 1% de l'histoire de toute l'Afrique. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on appelle Kamite? Selon la Bible, nous avons que Kam ou Cham, fils de Noé, a eu 4 fils. Le premier s'appelle Kush, dont le nom authentique se dit Kosi en Kikongo, et que beaucoup confondent avec Éthiopie. Mais c'est là encore un gros mensonge, car Kush, ce n'est pas l'Éthiopie. Kush n'a rien à voir avec l'Éthiopie. Le deuxième fils de Kam, c'est Misraïm, que beaucoup confondent avec Égypte. C'est encore là une grave erreur. Misraïm est le père de Égypte. C'est ce que nous allons voir, car c'est bel et bien le but de cette vidéo. Et le troisième fils de Cham ou Kam, c'est Pout, qui est encore, en fait, dans les traces, se voit de manière très facile en Afrique. J'attire votre attention ici au Cameroun, par exemple, nous avons un pays bamileke, les Bafout ou bien Bapout. Ça doit vous dire quelque chose. Voilà. Et le quatrième fils de Cham, c'est Canaan, que tout le monde connaît bien. Voilà. Et une tribu cananéenne très connue, ce sont les Amoriens, dont l'ancêtre s'appelle Amori, qui est une tribu qu'on retrouve au Cameroun. Du côté de Dimako, par exemple, vous allez voir les Amoriens, c'est à l'est du Cameroun. Le reste, il y en a au Tchad, il y en a au Nigeria. Bref, plus tard, quand je parlerai de Canaan, je donnerai plus de détails. Voilà. Donc, arrêtez, voilà tout cela qu'on appelle les Kamites, les 4 fils de Cham et leurs descendants. Kush, Misraïm, Pout et Canaan ont eu des enfants. Et tout ce peuple-là, on les appelle Kamites. Donc, il ne s'agit pas que de l'Égypte. Voilà. Pour vous dire que le mouvement Kamite de nos jours, c'est un mouvement de corruption qui ne voudrait pas que l'homme noir sache réellement qui il est. Qui ne voudrait pas que l'homme noir connaisse la profondeur de sa vraie histoire. Voilà. Pour mieux comprendre les choses, n'est-ce pas, nous allons expliquer l'expression Kamata ou Kemet. Ça dépend. Kamata, en fait, se décompose en deux. Kamata désigne le patriarche, effectivement, c'est-à-dire Cham, qui a eu 4 fils selon la Bible. On l'a vu, et Ta désigne quoi? La terre ou le peuple. Ce qui fait que l'expression Kamata ou Kemet désigne quoi? Le territoire de Cham, c'est-à-dire que le territoire sur lequel il s'est établi avec ses enfants. Je pense que c'est clair. Voilà pourquoi on parle donc de Kamata ou bien de Kemet. C'est pareil lorsqu'on dit les descendants de Sem, bien la terre de Sem, on dit Semita. Vous avez Sem ou bien Semi aussi, suivi de Ta, qui veut dire terre au peuple. Donc Semita veut dire le fils de Sem, le peuple de Sem ou la terre de Sem. C'est-à-dire c'est la terre où s'est établi avec ses descendants. Voilà. Pour mieux comprendre encore, David nous dit quelque chose à propos. Il dit ceci dans Somme 105 à partir du verset 23. Après quoi Jacob vint en Égypte, Israël fut l'hôte du pays de Cham. Voilà. Donc Israël fut l'hôte de Kamata. Voilà. Donc ici, Kemet, ce n'est pas la terre des Noirs, comme les Kamites l'ont enseigné, les faux Kamites. Mais Kemet désigne plutôt le peuple de Cham, le territoire sur lequel il s'est établi avec ses descendants, avec ses enfants. Voilà. Maintenant, nous allons, n'est-ce pas, étudier le mot Égypte. C'est quoi réellement l'Égypte? Dans nos Bibles, lorsqu'on dit en hébreu Misraïm, beaucoup disent que c'est l'Égypte. En fait, chez les Juifs actuels, les Sémites actuels, les faux Sémites. Dans leur langue, lorsqu'on dit Misraïm ou bien Misr en arabe, par exemple, ça désigne quoi? L'Égypte. En fait, ça veut dire Égypte. C'est faux. Et pour me faire comprendre, on va prendre le mot Éthiopie. Généralement, quand on dit Éthiopie, on fait référence à Kush. Voilà. Donc, lorsqu'on dit Kush, en hébreu, ça veut dire ceux qui ont le visage brûlé. On dit que ça vient, pas que ça vient, mais c'est ce que les Grecs ont appelé Éthiopie. Éthiopie qui en grec signifie visage brûlé. C'est faux. C'est faux. C'est bel et bien faux. Parce que, en réalité, tous ces mots sont des mots africains. Et il faut vraiment connaître le langage bantou pour avoir une bonne compréhension de ces choses. Le mot Éthiopie vient du Kikongo et ça se dit Katiopa. Ceux qui m'ont suivi dans les autres vidéos, j'ai dit que Katiopa signifie le centre de la terre, le cœur de la terre. Et selon la tradition Congo, c'est là que le peuple
d'Israël a été établi selon les traditions Congo. Car comme il est dit dans la tradition Congo, le Seigneur, n'est-ce pas, a suscité son peuple et l'a établi au cœur de la terre, au centre de la terre, afin d'être la tête et le cœur de toute l'humanité. Voilà, c'est ce que la tradition Congo enseigne. Donc lorsqu'on dit Éthiopie, on veut dire le centre de la terre. Ça se décompose en Ka, suivi de Tiopa. Ka veut dire la terre et Tiopa, ça désigne le milieu, comme en anglais on dit the middle. En un mot, lorsqu'on dit Kachiopa, ça signifie donc la terre du milieu, bien le centre de la terre, ce que les Occidentaux appellent Méditerranée. C'est tout. C'est la même confusion qui règne avec le mot Égypte. Lorsqu'en hébreu on dit Misraïm, qui signifie Égypte, c'est faux. Mais arrêtez, Misraïm est le père de Égypte. Donc Égypte n'est qu'un descendant de Misraïm. C'est tout. Et on va donc expliquer ce que signifie Misraïm et ce que signifie Égypte dans nos langues maternelles. Et je pense que les choses seront bien comprises. On va commencer avec l'hébreu. On va expliquer le mot Misraïm et d'où est-ce que ça sort. Misraïm signifie en hébreu terre des Coptes ou encore pays des Coptes, terre de dépression, tiré de Matsor qui signifie siège, retranchement, enclos, rempart et détresse. Matsor quant à lui tire ses racines du mot sour ou tur, T-S-U-R, qui signifie dans un premier temps façonner, former, esquisser, dessiner. Voilà. Et dans un deuxième temps, tur ou sour en hébreu signifie attaquer, assiéger, être un adversaire, traiter en ennemi, montrer son hostilité, prendre les armes. Dans un troisième temps, tur ou sourd signifie en hébreu limiter, lier, confiner, cerner, fermer, enfermer et enclos. Voilà d'où sort le mot Misraïm en hébreu. Voilà. Maintenant, qu'en est-il du Kikongo? En Kikongo, Misraïm et Matsor, c'est une seule et même chose. Et tous viennent du mot Soula. Voilà comment se dit sourd en Kikongo. D'autres bantous vont dire Soura ou bien Sora. Voilà. En Kikongo, qu'est-ce que ça veut dire? Premier lot de signification. Soula veut dire forger, synonyme de façonner, construire, former, fonder, établir, construire, inventer, mettre sur pied et fabriquer. Ce qui s'accorde avec l'hébreu. Dans un deuxième temps, Soula en Kikongo veut dire dissoudre, synonyme d'anéantir, exterminer, assiéger, attaquer, démolir, éteindre, ruiner, vaincre, réduire en cendres, défaire, annihiler. Ça veut dire également fondre, synonyme d'anéantir ou de délayer. Voilà, on termine avec ceci. Soula en Kikongo signifie comprimer, presser, serrer. Voilà, vous voyez que tout ceci s'accorde avec l'hébreu. Et maintenant, pour parler de Misraïm en Kikongo, on va dire Missoula. C'est le nom de l'Égypte en Kikongo. Voilà. Donc, en fait, dans nos langues ici en Afrique, chez les Bantous, pour parler de l'Égypte, on ne dit pas Égypte, on dit Missoula. Ça, c'est le Kikongo. Et maintenant, les autres Africains disent quoi? J'ai sélectionné quelques langues Bantous. Ici, par exemple, la Hausa. En Hausa, pour parler d'Égypte, on dit Massa ou Misira. En Kinyarwanda, on dit Misiri. En langue somalienne, on dit Massar. En Swahili, on dit Misri. Voilà. Et je peux sortir même hors de l'Afrique. Par exemple, en langue malaisienne, on utilise le mot Messir pour parler d'Égypte, ainsi qu'en langue indonésienne. En arabe, c'est Misr ou Misri. M-I-S-R ou M-I-S-R-I. Voilà comment se dit Égypte en réalité. Mais la confusion voudrait que on dise que Égypte signifie Misraïm. C'est faux. Voilà. Donc, voilà comment il faut comprendre les choses dans nos langues. Et j'attire votre attention quand on dit Misraïm en hébreu, c'est le pluriel. Vous voyez le im à la fin, parce que quand on vient dans la langue bantou, le pluriel en Kikongo, c'est le mi. Quand on dit Missoula ou Missoura, ça indique le pluriel. C'est pour ça qu'en hébreu, ça devient Misraïm avec le im de la fin. Donc, c'est pareil. Voilà donc comment est-ce que il faut parler de l'Égypte dans nos langues. C'est pas le mot Égypte qu'on emploie, mais c'est Missoula en Kikongo, bien Missoura, qui va devenir Massar, Misiri, Misri, etc. Comme j'ai dit. Voilà, juste quelques exemples. Voilà. Maintenant, quand Égypte, nous allons aller dans la Bible, dans Genèse 10, à partir du verset 6, où on est ceci. Les fils de Cham sont Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Ce qui m'intéresse ici, c'est Misraïm, parce que c'est lui qui est le père des Égyptiens. Nous allons aller au verset 13. Voici les descendants de Misraïm. Il est dit ceci: Misraïm fut l'ancêtre des Ludim, des Anamim, des Lehabim, des Naphtohim, des Patrosim, des Kaslohim, d'où sont issus les Philistins et les Caphtorim. Voilà. Vous voyez donc ici d'abord que les Philistins sont des fils de Misraïm. Ils descendent de Misraïm. Voilà. Et en fait ici, quand je parle d'Égypte, ici il s'agit de Caphtor ou bien Captor. C'est de là que sort le mot copte ou copto. Voilà donc les Égyptiens.
Donc, Égypte est un fils de Misraïm. Voilà. Je pense que les choses sont claires. Et je pense que la Bible précise que les Caphtorim descendent de l'alliance entre les Patrosim et les Caslohim. C'est d'eux que sortent les Coptes, ou bien, comme la Bible dit, Caftor. Et nous allons étudier ce mot en Kikongo, parce que c'est le Kikongo qui est l'hébreu authentique. On va étudier le mot Caftor ou bien Captor en hébreu avant d'aller en Kikongo. Comme je l'ai dit, le mot Captor ou bien Captor a donné le mot Copte. C'est de là que découle le mot Copte. En bref, on peut aussi dire Capto en hébreu. Voilà. Et que veut dire Capto ou Captor en hébreu? On a comme signification bulbe, chapiteau, haut d'un pilier ou encore une couronne. Et ce qui a attiré mon attention ici, c'est le mot chapiteau. Et j'ai essayé de voir ce que chapiteau veut dire. Et en fait, chapiteau est lié au mot capitaine, capitale, chef ou encore capitole. Par exemple, quand on parle de capitale d'un pays, c'est la ville qui a la tête du pays. C'est la ville qui porte le pays. Voilà. Et ces mots tirent les racines du mot latin caput qui signifie la tête. Donc en fait, ce qui renvoie à ce qu'on appelle dirigeant, leader, etc. Par exemple, en anglais, on dit captain, c'est-à-dire le capitaine, c'est lui qui est à la tête d'une équipe, d'un groupe, d'une association, etc. Voilà donc la portée du mot copte dans la langue occidentale. Voilà comment il faut comprendre le mot copte. Et ce mot se comprend aisément en Kikongo. Le Kikongo nous donne l'origine de ce mot copte. Voilà. En Kikongo, le mot copte se dit Kipata ou Kipatu, tiré du mot pata ou patu. À ne pas confondre avec les autres significations, parce que pata en Kikongo désigne d'abord une arme de chasse. Voilà. Et ensuite, ça désigne la pièce de 5 francs. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est le mot dans sa signification du genre capitaine. Le mot mpata ou mpatu en Kikongo s'emploie généralement pour parler de l'agriculture, des travaux champêtres ou encore de l'activité pastorale. Donc en général, ça renvoie à tout ce qui concerne les activités agro-pastorales. Et pour être plus clair, ce mot désigne tout simplement ce qu'on appelle pasteur. Un pasteur, c'est-à-dire qu'un berger, quelqu'un qui est à la tête d'un troupeau, celui qui est à la tête d'une assemblée. Voilà. Et c'est ce mot qui est la racine du mot pater en latin. Voilà. Pour être plus clair, en Kikongo, on utilise des suffixes pour former des mots. Par exemple, avec le mot pata ou un pato, lorsqu'on utilise le suffixe ila, on obtient le mot patela, qui a donné le nom de l'apôtre Pierre et qui a donné le nom pater en latin. Voilà. Vous avez par exemple le suffixe oula. Lorsqu'on utilise le suffixe oula, on a le nom patula, qui permet effectivement d'avoir ce qu'on appelle patron, pêtre, pastouraux ou encore le mot pâtre en français. Voilà un peu comment s'utilise le mot pata en Kikongo. Donc bref, c'est un mot qui désigne un pasteur, un berger, quelqu'un qui est à la tête d'un troupeau. Voilà. Lorsqu'on dit donc Kipata, bien Kipatu en Kikongo, c'est le nom authentique de l'Égypte. C'est ça qui est devenu Captor dans la Bible. Dans certaines langues bantou, comme ici au Cameroun, en pays bamiliki, pour dire Égypte, on va dire Gipto. Chez les Basses aussi, on va dire Gipto. Donc vous voyez que le qui devient Gi, c'est-à-dire le KI s'échange en GI. Voilà. Et pour approfondir en Kikongo, lorsque j'ai dit Kipata, le qui du départ a pour variante ou bien pour mutation phonétique Iki. Celui qui, n'est-ce pas, comprend le Kikongo, c'est ce que j'ai dit. Le qui a pour variante Iki. Et donc quand j'ai dit Kipata ou Kipatu, c'est la même chose que Ikipata ou Ikipato. Et c'est de là que vient Égyptos, soi-disant grec, mais c'est du pur Kikongo. Ikipata, Ikipato a donné Égypta, Égypto, ou alors Égypta ou Égypto. Donc c'est pas un mot grec, mais c'est du pur Congo. Voilà comment il faut comprendre les choses. Par exemple, au Kenya, un pays à Bagoussi, lorsque je dis qui en Kikongo, chez eux ça devient Eke. D'abord que leur langue c'est l'Ekegoussi. Ekegoussi. Le Eke du départ c'est l'équivalent du Ki en Kikongo. Voilà. Donc voilà comment il faut comprendre le mot Égypte. Donc on peut dire Ekipata, voilà, Ekipato, ou bien Ekepata, Ekepatu, qui a donné Égyptos en grec. Voilà comment il faut comprendre le mot Égypte. C'est un mot Congo. Voilà. Comme on l'a donc vu, le mot Misraïm est différent du mot Égypte. Donc en fait il n'y a pas égalité. Misraïm n'est pas égal à Égypte. Mais Misraïm est plutôt le père d'Égypte, c'est-à-dire Captor, qui a donné le mot Copte. Voilà. Et pour, n'est-ce pas, encore éclaircir des choses, on va étudier ce que Plutarque nous dit dans son livre Traité d'Isis et Osiris Pax, nous donne la signification du mot Copte. Il nous dit ceci: Copto veut dire privation, tiré
du verbe coptein, qui veut dire privé. Mais ceci est faux. C'est une inversion, c'est une corruption. Parce qu'en réalité, c'est Misraïm qui veut dire privation. C'est pas copte, c'est Misraïm qui veut dire privation. Et quand vous entrez dans les synonymes du mot privation, vous allez voir que ça renvoie à tout ce qui concerne l'oppression, à tout ce qui concerne opprimer quelqu'un, troubler, ça renvoie à tout ce qui concerne la dépression. Voilà en fait ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi je ne fais pratiquement pas référence à ces livres. Ce sont des livres truqués. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées à l'intérieur. Par exemple, au niveau du nom d'Osiris, le Talmud nous dit que Osiris, n'est-ce pas, se décompose en deux. Il y a Os qui renvoie à la multitude, qui signifie beaucoup, et Iris qui veut dire œil. Ça, c'est encore un mensonge. Ce n'est pas la bonne compréhension du nom Osiris. Je reviendrai sur ça plus tard. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, nous allons étudier l'emplacement de la vraie Égypte, l'Égypte qui cadre avec les Saintes Écritures. On va prendre premièrement la carte de Théodore de Brie et Filippo Pigafetta datant de 1598 à Francfort, c'est-à-dire en Allemagne. Vous voyez sur cette carte où est-ce que l'Égypte est placée. Il y a d'abord la fausse Égypte là. Ils ont écrit là Égypto, vous voyez. Maintenant, vous descendez plus bas, vous voyez donc écrit là Égypto. Voilà. Regardez vous-même où est-ce que cette Égypte est située. Elle est tout près de l'Afrique centrale. Voilà. Allons-y encore avec ce qui est plus cru et plus brutal. Nous allons prendre la carte de Philippe Cluvert datant de 1711 à Londres, intitulée Africa Antica et Nova. Vous voyez où je vais dire l'Égypte est carrément située en Afrique centrale. Regardez vous-même où est-ce qu'il écrit le mot Égypte. Ça balaye une grande partie de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique de l'Est là-bas. Je pense que tout est clair. Maintenant, on va étudier une autre carte. Celle-ci nous date de 1903, réalisée par les colons allemands. Regardez où est-ce que l'Égypte est située. Je vais expliquer. Vous voyez écrit là en Angola, tout près de Benguela, Égypto. Et maintenant, vous descendez plus bas, vous voyez là Port Alexander, c'est-à-dire Port d'Alexandrie. Voilà. Ce qui vous montre que l'Égypte qu'on vous présente actuellement, elle est complètement fausse, truquée. L'Égypte qui correspond au port d'Alexandrie était située en Afrique centrale telle que vous la voyez sur cette carte. Là donc c'est qu'il faut comprendre. Donc voilà le mensonge ainsi dénoncé. Voilà, je pense que tout est clair. Comme je l'ai dit, les kamites actuels sont des faussaires. C'est un mouvement maçonnique qui ne veut pas que l'Africain sache quelle est la profondeur de sa vraie histoire. Mais c'est un aveuglement qui nous impose afin de nous égarer complètement. Mais ils sont tombés. Voilà. Maintenant nous allons confirmer ce qu'on a vu sur les cartes. Et quand on parle du port d'Alexandrie, vous voyez que le pays qu'il faut indexer ici, c'est l'Angola. C'est en Angola qu'était situé le port d'Alexandrie. Et je pense que les choses sont assez claires. Voilà. On va maintenant donc entrer en Afrique pour attester ce qu'on a vu sur ces cartes. Voilà. On va explorer les pays africains en raison de la dispersion qu'on a subie. Parce qu'on a été dispersés. Même les Égyptiens, les fils de Misraïm ont été dispersés. Voilà. Je pense que la Bible est claire là-dessus. On va étudier les pays d'Afrique de l'Est et les pays d'Afrique centrale pour voir ce qu'ils contiennent, pour attester ce qui est sur ces cartes. Voilà. On va au Kenya, dans la province du centre. Vous allez trouver Kairi, qui est ce qu'on appelle en français le Caire. Et dans la Bible, cela correspond à Kaslo. Je vais expliquer après. Kaslo est un fils de Misraïm. Voilà. On va du côté de la province de la côte, toujours au Kenya. Vous allez trouver Kadjiri, qui est toujours le Caire. Voilà. On laisse la province de la côte, on va dans la province de l'Est, au Kenya. Vous allez trouver Kairori, composé de Kairo et d'Iri. Ça signifie la ville du Caire. Voilà. On va toujours du côté de la province de l'Est. Vous allez voir Gosini. Gosini, c'est le lieu où les Israélites avaient séjourné lorsqu'ils allaient en Égypte. Voilà. Il y a Gosini Est et Gosini Ouest. Voilà. On laisse la province de Eastern. On revient dans la province de la côte. Vous allez voir Ramessi, qui est le nom de Ramsès, un pharaon égyptien très important. Bref, c'était une dynastie de Ramsès. Donc, les véritables fils de Misraïm ont conservé le nom de leur ancêtre, pas les faux kamites d'aujourd'hui qui mentent. Voilà. On va du côté de la province de Western, la province de l'Ouest, toujours Kenya. Vous allez voir Keiro, qui est toujours le Caire. Et à côté de Keiro, vous allez voir leur frère Kushite dans les villes et les villages de Kosha et Kosho, qui est Kush dans la Bible.
on va maintenant en Zambie, dans la province de l'Ouest, dans Western Province. On a les descendants du pharaon Akhenaton. Akhenaton, beaucoup le connaissent le nom Kenato, mais sinon ça se dit aussi Kanato. Les variantes sont multiples. Donc on a les villages de Kanato et de Kanati. Voilà, là nous sommes dans la province de l'Ouest de la Zambie. On va maintenant dans la province du Sud, donc Southern Province. Retrouver les Philistins. Déjà que quand on parle des Philistins, en hébreu c'est Pelishti. Pelishti. Ce mot se dit dans nos langues Fulasi de manière très authentique en Kikongo. Fulasi ça veut dire envahisseur. En hébreu, Philistin ça veut dire envahisseur ou alors immigrant. Donc c'est la même chose. Voilà, comme Philistin en Zambie dans la province du Sud, on a Fulaza. On a les descendants de Goliath dans les villages de Goliath. On a également Fulazi. Ça c'est dans la province du Sud en Zambie. On continue avec la province du Sud. On a Fulati qui est toujours Fulasi. On a toujours les descendants de Goliath dans le village de Goliathi Mousseya. On a également Goliathi Tabanya. Ce sont les descendants de Goliath. Et voilà, on a également Napita qui vient de Napata. Dans la Bible, c'est un fils de Misraïm. Vous voyez, on a les Naphtohim. Les Naphtohim. Dans nos langues, c'est Napatu ou bien Napata avec plusieurs variantes. On a également dans la province du Sud en Zambie, Swana, qui est également une ville d'Égypte. Bon, dans la Bible, on écrit Swan, mais chez nous ici, il y a toujours une voyelle à la fin des mots. Voilà. On laisse la province du Sud, on va dans la province de l'Est, donc Eastern Province en Zambie. Vous avez les Captors, bien les Coptes, les plus égyptiens. Donc vous avez Chapita ou Kapita. Vous avez Chipatala, vous avez Chipoto ou bien Kipoto. On laisse la province de l'Est, on va dans la province du Nord, donc Northern Province. Retrouver Mof, qui est une ville biblique de l'Égypte. Donc on a Mofu en Zambie, on a Petros qui est Patros, un descendant de Misraïm. On a encore Mofwa qui est toujours Mof. Voilà ce qui est de la Zambie. Maintenant on va au Cameroun, dans la région du Sud, tout près de Sangbélema. On a Fulasi qui est toujours Philistin. J'ai dit ça veut dire envahisseur. Voilà. On va dans la région du Nord-Ouest, un pays anglophone, dans le département de Bui, retrouver Memphou qui est Memphis, le nom authentique de Memphis dans nos langues. Voilà. On va dans l'arrondissement de Zoa, dans le département de Menchum, la région du Nord-Ouest, retrouver Mumfou qui est toujours Memphis. Et enfin, on va à Mamfi qui est toujours Memphis, chef-lieu du département de la Magno, dans le sud-ouest du Cameroun. Et on s'arrête là pour le Cameroun. Maintenant, on va en Somalie et là, c'est encore plus grave parce que là, on a beaucoup d'éléments qui montrent que les descendants des Misraïm, parmi lesquels les Égyptiens étaient dans cette région-là. On va dans la province de Beyi, retrouver le village de Seel Massari. Ici, il faut retenir Massari qui est une autre façon de prononcer Misraïm. Voilà, on continue. On a Misra, qui est exactement le nom de l'ancêtre des Égyptiens, le fils de Cham. Un peuple particulier qu'on retrouve en Somalie, ce sont les Ougarites, dans le village appelé Ougari. Vous voyez, c'est très impressionnant. On va dans la région de Jubada Dexe. En Somalie, retrouver les Copto ou Gopto. On a également les Gobato ou bien Gopato. C'est toujours le nom copte. Quelque chose de particulier, on retrouve là le village appelé Istanbul. On connaît le faux Istanbul qui est en Asie là. Voilà. On continue dans la région du Jubada, Dexe en Somalie. On a encore Misra, l'ancêtre des Égyptiens. On retrouve Naftakour, composé de Nafta qui est Napata. Dans la Bible, c'est Naftou, les Naphtohim, descendants de Misraïm. Voilà. Toujours dans la province de Jubada Dexe, on a la ville de Mofa dans la Bible qui est Mof, qu'on a vu tout à l'heure en Zambie. On retrouve encore Naftakour, composé de Nafta et de Kour. Nafta ici c'est Napata ou Naftou, les Naphtohim dans la Bible. Naftou était le fils de Misraïm. Voilà. On continue toujours, cette fois-ci la province de Shabelaha Dexe en Somalie, retrouver Jamiko Misra. Voilà, Misra, comme vous le savez déjà, c'est l'ancêtre des Égyptiens. Voilà, ici nous sommes dans la région de Shabelaha Hosse en Somalie. On a les Massiré, qui est toujours l'ancêtre des Égyptiens, donc des Kaftorim, des Coptes. Voilà ce qu'on peut dire pour la Somalie. Maintenant, on va au Burundi. On va voir le village de Mamfou, qui est toujours Memphis, comme pour le cas du Cameroun, dans la province de Kirundo. Ça, c'est au Burundi. On laisse au Burundi, on va du côté du Rwanda, retrouver
retrouver dans la province de Kigali, Mamfu, qui est toujours Memphis. Voilà. On laisse le Rwanda, on va en Angola pour justifier ce qui est sur la carte tout près de Benguela. On a vu que c'est là qu'était situé, n'est-ce pas, aussi l'Égypte. On retrouve les Kaputa dans la province de Kwanza ou Caputo. Voilà. On retrouve Chipeta ou Kipeta dans la province de Bié. On retrouve Chipete ou Kipete dans la province de Huambo. On retrouve Kipato ou Chipato dans la province de Moxico. On retrouve Kipita ou bien Chipita dans la province de Cabinda. C'est tout pour l'Angola. Donc, ce qu'on voit sur la carte Égypte justifie bien ce qu'on retrouve là-bas. Donc, voilà ce qui est pour l'Angola. On va en Éthiopie. C'est encore très intéressant là-bas. On a le village de Guéra. Guéra, c'était aussi un descendant de Misraïm. C'est le livre du Juste qui nous donne, n'est-ce pas, plus de détails sur les descendants de Misraïm. Voilà. Ici, nous sommes dans la région de Somalie, en Éthiopie. On retrouve également dans la région de Amara, en Éthiopie, Goshen ou Goshen, qui est également la ville où les Israélites avaient séjourné lorsqu'ils allaient en Égypte. On continue en Éthiopie dans la région d'Addis Abeba, retrouver Gifto ou Gipto, voilà, qui sont les Kaftorim, les descendants de Misraïm. Voilà ce qu'on peut dire pour l'Éthiopie. Maintenant, on va du côté du Mozambique retrouver Naputa. À ne pas confondre avec Nephtali, fils de Jacob. Naputa qui est Napata, fils de Misraïm. Dans la Bible, comme je l'ai dit, c'est écrit Naftou. Donc en fait, ses descendants sont les Naphtohim. Voilà ce qu'on peut dire pour le Mozambique. À présent, nous allons étudier la source exacte du Nil. Où est-ce que le Nil tire vraiment sa source? Pour cela, nous allons faire recours à la carte d'Abraham Ortelius datant de 1570. Mais avant cela, je vais faire un petit rappel sur l'emplacement authentique du Jourdain. Regardez que sur les cartes bibliques, vous voyez que le Jourdain relie le lac de Guénézareth et la mer Morte. Voilà. Maintenant, quand on entre en Afrique, on retrouve la même configuration en Afrique centrale. Le Borno Lacus et le Niger Lacus sont reliés par un fleuve. Exactement comme vous voyez sur les cartes bibliques. C'est la même configuration. Pour dire que ça part de là qu'ils ont fabriqué leurs fausses cartes bibliques. Vous voyez même au niveau de la forme de ces deux lacs. C'est-à-dire le Borno Lacus est pratiquement identique au lac de Guénézareth, tandis que le Niger Lacus est pratiquement identique à la mer Morte. Voilà. Et vous voyez, si vous prêtez bien attention au niveau du Niger Lacus, il y a les affluents là qui se rapportent également aux affluents de la mer Morte. Il y a par exemple le Zéret, voilà, que vous voyez ressortir sur les cartes bibliques. Regardez maintenant au niveau du Niger Lacus, il y a l'affluent là qui est identique au Zéret. Donc c'est exactement le Jourdain là que vous voyez en Afrique et non sur les cartes bibliques. Les cartes bibliques c'est juste de la fiction, c'est-à-dire que c'est une manipulation, ils ont copié chez nous, voilà. Donc je pense que tout est clair à ce niveau. La source exacte du Nil. Vous voyez sur la carte d'Abraham Ortelius que le lac Zaï est la source du Nil. Vous voyez, on écrit là Zaï Lacus. Et en haut là, vous voyez Nilus Flux, c'est-à-dire le fleuve Nil, près du nom Agag. On sait que dans la Bible, Agag c'est un Édomite. Donc, faites le lien entre Zaï, qui est Séi, et Agag, les Édomites. Dans la Bible, les deux vivaient sur le même emplacement. Donc, tout est clair à ce niveau. Maintenant, lorsqu'on va plus haut, vous voyez Nilus Flux, c'est-à-dire le fleuve Nil, près de Bagamidri. À côté, vous voyez là Tigraï. Vous voyez là Tigraï, c'est-à-dire le tigre. Et vous voyez aussi là Argentine, ça me fait penser à l'Argentine. Bref, je passe. Maintenant, on bouge encore près de la ligne équatoriale. Vous voyez Nilus au-dessus de Ambiang, pour dire qu'il n'y a pas de hasard. Donc, toutes ces zones-là, c'est l'Afrique centrale. Et je crois bien que tout ça, c'est dans la République démocratique du Congo. Pour dire que le Nil était en Afrique centrale, ce qui montre une fois de plus que les Kamites sont dans le faux, puisque ça ne cadre pas avec ce qui nous présente actuellement là, c'est-à-dire que l'Égypte et le Nil sont faux, mais l'authentique c'est ici en Afrique centrale, comme vous avez vu sur les cartes précédentes et sur la carte d'Abraham Ortelius, qui nous montre que le Nil est en Afrique centrale et tire sa source du lac Zaï. Ils ont fait expressément pour actuel, mais voilà que l'Éternel les a mis à nu. Voilà. Donc, quand vous voyez maintenant tout ça, faites le rapprochement en termes de distance entre Israël et l'Égypte. Vous voyez que, selon la Bible, ces deux nations étaient très proches. Et ça se confirme sur ces cartes. Vous voyez que Israël, qui
qui correspond à la Haute-Guinée et la Basse-Guinée, est proche de l'Égypte que vous avez vu sur les cartes précédentes, qui est pratiquement en Afrique de l'Est et une partie est en Afrique centrale. Donc vous voyez que les deux nations sont très proches et ça justifie pourquoi est-ce que les Israélites pouvaient se déplacer et arriver très rapidement en Égypte. Donc voilà, même quand on allait enterrer Jacob, quand les fils de Jacob quittaient l'Égypte pour aller à Canaan enterrer Jacob, vous voyez que le parcours n'était pas aussi long que ça, c'était très proche. Et même quand Abraham pouvait se déplacer, quitter la terre promise pour aller au pays des Philistins, c'était très proche. Donc voilà que ces cartes attestent le contexte biblique et non les faussetés qui nous présentent aujourd'hui. Donc les Kamites, les Israélites actuels, les faux juifs actuels sont tous dans le même lot de corruption. C'est la même bande de correcteurs. Voilà, tous œuvrent pour l'avancement du nouvel ordre mondial. Ces Kamites et ces faux juifs. Donc voilà la vérité. Le Seigneur, n'est-ce pas, va se glorifier parce qu'il a choisi ce temps pour le réveil.